Là, normalement, pardon, il y avait un petit problème de son. Là, vous devez m'entendre. Normalement. Alors, tac. Je reprends. Donc, pour le live coding de cette session, je vais pas faire du code ni de whiteboarding, non pas de démonstration d'utilisation d'outils non plus. Le live coding de cette session, ça sera plutôt bon. Live session, on va pas faire du code. Ça sera plutôt lié à des notions sur lesquelles j'ai vu certaines personnes ont discuté avec, surtout lors de la réalisation des évaluations techniques pour les projets portfolio et RSCP. J'ai vu que les étudiants arrivent à livrer des applications, mais ils ont du mal avec certaines terminologies ou certains concepts et notions techniques. Donc le but c'est de revoir ces points-là, vous donner les bases, après ça sera à vous d'aller chercher plus en profondeur et plus en détail selon les tech stacks et les sujets de vos applications. On va parler un peu des notions de sécurité vraiment basiques, les API, les bases de données, les architectures et un peu de la scalabilité. On va commencer par le chiffrement. Le chiffrement, c'est quoi? Tout simplement une méthode qui sécurise les informations en convertissant les données de format original à un format chiffré pour les rendre uniquement accessibles à la personne ou aux personnes qui possèdent la clé qui permet de les chiffrer. Donc il y a deux types de chiffrement. Donc il y a des schémas, pour certains points il y a des schémas, même si c'est flou en expliquant comme ça va peut-être plus simple avec des schémas. Il y a le chiffrement symétrique et le chiffrement asymétrique. Donc le chiffrement symétrique, c'est une technique qui nous permet de chiffrer les données et les déchiffrer en utilisant une seule clé. Donc si on fait par analogie, on peut comparer ça un peu à un coffre-fort où on a la clé qui elle-même permet de fermer et d'ouvrir le coffre. Donc ce type de chiffrement est plus rapide et plus facile à implémenter, à utiliser. Par contre, il est moins sécurisé. Parce que si une personne intercepte la clé, elle va pouvoir déchiffrer toutes les données. Donc il y a toujours des inconvénients et des avantages, peu importe la techno ou l'algorithme. Donc comme on en voit bien là dans le diagramme, on a la donnée d'origine, on utilise la clé, une seule, pour chiffrer les données. On a les données chiffrées, et on va utiliser la même clé pour les déchiffrer pour retourner au format original de données. Le deuxième type de chiffrement, c'est l'asymétrique. Contrairement au chiffrement symétrique, qui utilise une seule clé, le chiffrement asymétrique nécessite l'utilisation d'une paire de clés. Donc on est sur une clé publique, une clé privée.
Donc il y a des algos de chiffrement qui permettent de générer une paire de clés qui sont mathématiquement liées. Donc la clé publique, comme le nom l'indique, peut la partager avec d'autres personnes. La clé privée doit rester secrète parce que les données sont chiffrées avec la clé publique du destinataire, ce qui signifie que seul le destinataire qui possède la clé privée correspondante peut les déchiffrer. Donc ça peut paraître encore un peu flou. Je vais vous montrer avec un diagramme. Donc c'est l'exemple classique qu'on trouve presque partout, Alice et Bob, qui veulent communiquer entre eux en utilisant le chiffrement symétrique. Donc chaque utilisateur va générer une paire de clés. Une clé publique, une clé privée. Ils vont échanger leur clé publique. Donc Bob, il va partager sa clé publique avec Alice. Alice, elle va partager sa clé publique avec Bob. Alice veut partager des données avec Bob. Donc elle a les données là, comme on voit bien, et elle va utiliser la clé publique de Bob pour chiffrer ces données. Donc ça nous donne des données chiffrées en utilisant la clé de Bob. L'étape suivante, ça va être d'envoyer ces données chiffrées à Bob. Et puisque Bob, la personne qui possède la clé privée, qui est liée mathématiquement à la clé publique, qu'il a partagée avec Alice, donc il récupère les données chiffrées d'Alice, il va les déchiffrer avec sa clé privée. Comme ça nous permet d'avoir les données déchiffrées. Donc au cas où, là, si on revient 2 étapes en arrière, au cas où quelqu'un intercepte, on a par exemple sur l'attaque de Type Man in the Middle, où quelqu'un intercepte les données entre Alice et Bob. Cette personne, puisqu'elle n'a pas la clé privée, elle ne va pas déchiffrer les données. Ou si quelqu'un, par exemple, ouais, c'est plutôt ça. Donc, dans quel cas on peut trouver le chiffrement symétrique? On peut le trouver pour la sécurisation des sites, bon, avec le HTTPS, le SSL. Dans le contexte de crypto-monnaie, donc pour vérifier si un utilisateur X est le propriétaire d'un wallet, par exemple, ou une connexion SSH. Si on veut se connecter à un serveur distant via SSH. Donc pour les C28 ou les autres étudiants des écoles aussi, quand vous voulez utiliser une sandbox, vous avez la possibilité de se connecter avec SSH. Donc là, on est sur le chiffrement asymétrique. Le hachage. Donc on passe au hachage. En anglais, c'est hashing. Donc, juste pour, je le répète, il faut faire gaffe. Terminologie, c'est très important. Chiffrement, c'est encryption. Hachage, c'est hashing. En gros, c'est la conversion, la transformation de données en une donnée appelée hash, ou empreinte numérique, en utilisant une fonction de hachage. Donc, ce qui permet de rendre la donnée ou les données initiales imprévisibles. Contrairement au chiffrement, le hachage est irréversible par théorie. Mais bon, il y a certains outils techniques qui permettent des fois de décrypter, si je peux dire ça comme ça, des données hachées. Donc, comme le diagramme l'indique, on a un format
original de données. On les passe par un algorithme de hachage. Ça nous donne des données hachées. Il n'y a pas, théoriquement, il n'y a pas une possibilité pour déhacher, si je peux dire ça comme ça, pour retourner aux données initiales, contrairement au chiffrement. Donc, il y a certaines caractéristiques du hachage. Il faut que le même message d'entrée produit toujours le même hash au sortie. Donc, pour avoir une certaine cohérence. Résistance aux collisions, donc c'est pour ça que le développement des fonctions de hachage, pour ceux qui ont déjà fait le projet, ceux qui ont fini plutôt le premier trimestre, et qui ont fait le projet tableau de hachage, vous avez forcément vu un peu comment éviter les collisions. Donc il y a plusieurs manières de le faire. Il y a plusieurs méthodes pour éviter les collisions quand on fait du hachage. La rapidité du calcul et le sens unique. Donc on ne peut pas retourner au message aux données originales initiales avant le hachage. Donc dans quel cas peut-on trouver ou dans quel cas peut-on utiliser le principe de hachage? C'est lors de l'authentification des mots de passe. Ça c'est quelque chose que je vois assez souvent, pas mal d'étudiants qui mélangent avec on a chiffré les mots de passe. Non. Pour la protection des mots de passe, on ne parle pas de chiffrement, on parle de hachage. Parce que les mots de passe doivent être stockés sous format de hash. C'est le minimum qu'on doit faire. Et comment fait-on par la suite? Si on va juste comparer si on va juste stocker les mots de passe sous format haché, pas le mot de passe sous format original, c'est que par la suite, quand l'utilisateur va se connecter, dans la logique du code, on va hacher le mot de passe qu'il a entré, on va la comparer avec le mot de passe stocké dans la base de données. Le mot de passe stocké dans la base de données est un mot haché. Donc on peut vous poser ce genre de questions lors du passage de l'éval technique du portfolio ou de l'RSCP. C'est des données, c'est des notions de base qu'il faut bien les comprendre. Donc comme j'ai dit, il ne faut pas confondre hachage et chiffrement. Ce sont deux choses différentes. Le chiffrement est réversible et le hachage est irréversible. Le hachage est irréversible, on ne peut pas obtenir les données originales à partir du hash. Et le chiffrement asymétrique est réversible. On peut déchiffrer les données chiffrées à l'aide d'une clé privée, ou si on est sur du chiffrement symétrique, à l'aide de la clé qui chiffre aussi. Deuxième partie, comment protéger son application web. Donc là, j'ai préparé, je voulais juste vous partager un petit outil, puisque la plupart des personnes utilisent des bases de données SQL. Donc il y a un outil open source qui permet de tester facilement, de faire des tests d'intrusion pour détecter s'il y a des failles, des vulnérabilités au sein de vos bases de données SQL dans vos projets portfolio, si vous avez d'autres projets perso. Donc vous pouvez facilement l'installer et l'utiliser. Je vous ai fourni le lien GitHub, mais pour ceux qui ne font pas partie de l'école, ils vont pas pouvoir accéder à la présentation. Vous pouvez chercher directement sur GitHub SQLmap. Donc l'utilisateur c'est SQLmap Project et la repo c'est SQLmap. Dans le README vous avez des screenshots, des étapes à suivre pour installer et pour utiliser l'outil.
il y a plusieurs versions, il y a le README en français, etc. La protection contre les injections SQL, c'est le minimum que vous devez faire, et on peut vous poser ça, vous demander ça, pardon, pour les examens RNCP 5 ou 6. La scalabilité, donc restons dans le contexte de base de données. Quand on demande des fois à des étudiants d'expliquer ce qu'est la scalabilité, on constate qu'ils comprennent plus ou moins, mais ça reste toujours un peu flou. Ils vont voir des versions différentes, même si la, 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 la logique est la même, mais c'est pas exact. Donc ça, il faut éviter, parce que si les jurys ou les personnes qui vont évaluer vos projets portfolio ou RNCP ou autres commencent à avoir des doutes sur vos connaissances, vos capacités techniques, c'est un red flag, donc il faut l'éviter. Il faut être clair et précis dans les explications. Et c'est des notions, des terminologies que vous devez être capable de bien expliquer. Pas besoin d'avoir tous les détails des détails, et être capable d'expliquer clairement les choses, avec un minimum de détails quand même. La scalabilité, en gros, c'est une caractéristique qui détermine la capacité d'une application à gérer le flux de données. Si par exemple on commence à voir, je sais pas, on a une application, on a une centaine d'utilisateurs, ça marche bien, et que par la suite on va avoir plus d'utilisateurs. Il y aura plus de demandes, plus de requêtes sur nos serveurs, sur nos applis, etc. Donc l'application va commencer à avoir plus de latence, ce qui est pas bien. Donc la scalabilité, c'est la capacité d'un système à gérer une augmentation de la charge. Donc que ce soit en termes de nombre d'utilisateurs, de données, de requêtes, etc. Qu'elle puisse garder une bonne performance si on va avoir plus de flux de données sur les composants de notre application. Donc elle consiste en quoi? En vrai, à ajouter des ressources pour garder au moins la même performance ou améliorer la performance. Dans l'objectif, comme j'ai dit, maintenir la performance malgré la croissance du trafic, voire à l'améliorer si c'est possible. Pourquoi elle est importante? Parce que elle garantit une expérience utilisateur. Parce que si une application, même si elle est parfaite, elle fonctionne très bien, elle est très lente, on va perdre des utilisateurs. Parce que l'utilisateur, il peut pas dépasser quelques secondes s'il va devoir attendre 5-10 secondes à chaque fois pour consulter chaque page, chaque interface. Il y a d'autres applications qui permettent d'avoir une expérience plus fluide et plus rapide. Donc, perte d'utilisateurs, perte d'argent. Si on veut construire un projet rentable, à but lucratif, et qu'on a une mauvaise performance, trop de latence et qu'on a du mal à scaler notre application, on va pas avoir d'utilisateurs, ou si on a des utilisateurs, on va les perdre. Ça évite les paniers-remplissement. Si on arrive au moins aussi à améliorer la performance de l'application tout en ayant plus de flux, plus d'utilisateurs, c'est bien, c'est mieux. Et c'est ce qu'on doit faire. Parce que ça permet d'augmenter ou d'améliorer la réputation et l'autorité de l'entreprise. Il y a aussi quand même un coût. Donc les coûts rentrent dans la question de la scalabilité sur le long terme. Parce qu'aujourd'hui, on utilise plutôt des solutions cloud, mais qui sont chères des fois quand même. Donc il faut faire gaffe à ça. Pour l'instant, si vous développez des petites applications de type portfolio, donc de type MVP et prototype,
il n'y a pas ce problème. Mais si par la suite vous voulez développer des applications qui génèrent de l'argent, la scalabilité entre en jeu et ça peut peser cher quand même, surtout en termes de coût. Parce que les solutions faciles existent, mais est-ce que c'est rentable? Donc, il n'y a pas dans les parties techniques, il n'y a pas que la technique qui rentre en question des fois. Et ça, en tant que développeur, des fois, on a tendance à l'oublier. Mais quand on va travailler dans des entreprises, c'est important quand même, parce que les applications doivent être rentables. On doit générer plus d'argent, on ne doit pas perdre. Donc faites gaffe à ça par la suite. Quand doit-on appliquer ou penser à la scalabilité? Donc quand on commence à voir de plus en plus d'utilisateurs et de plus en plus de flux sur nos serveurs. Donc comment peut-on faire gaffe à ça déjà? Généralement on installe des systèmes de monitoring. Donc des systèmes de monitoring qu'on va les installer sur nos serveurs et qui vont nous indiquer. Donc on peut les paramétrer. Il y a des outils comme Datadog ou des outils des fois intégrés dans des services cloud connus ou moins connus. Donc on peut paramétrer. Si on arrive à tel seuil de la capacité de tel serveur, faites-nous des alertes où on peut faire de l'autoscaling comme certains serveurs cloud le font. C'est que si on arrive à un certain seuil, si par exemple on a une application avec un certain nombre d'utilisateurs et que le serveur atteint 90% de sa capacité, fait de l'autoscaling pour ajouter un autre serveur qui est une instance du premier serveur. Comme ça, l'hébergeur sur le cloud, il va répartir les flux entre les serveurs. Il va décharger un peu le premier serveur. Des fois, ça varie selon le temps. Donc, ça, c'est un problème que les développeurs de certaines plateformes, surtout les plateformes de streaming, type Twitch, Discord, etc., qui ont connu un flux de données supérieur à la normale pendant les périodes de Covid, quand il y avait des couvre-feux, etc. Donc les gens passaient plus de temps chez eux, il y avait moins de possibilités de passer du temps à l'extérieur. Donc les gens commençaient à passer de plus en plus de temps sur les plateformes de streaming. Donc, il y avait beaucoup de flux. Certaines plateformes rencontraient des problèmes par rapport à ça. Donc ils étaient obligés de trouver des solutions rapidement. Et c'est une problématique de scalabilité. Donc, pour vous donner plus d'exemples concrets. Ou lors de la préparation à une expansion géographique ou à un lancement marketing. Par exemple, si aujourd'hui on a une application qui cible que les utilisateurs, je sais pas, disons, qui cible que les habitants de Luxembourg. Donc ils sont pas nombreux. Donc on sait bien qu'en termes de flux de données, il y a un nombre limité. Si par exemple par la suite, là, on va cibler les utilisateurs belges, les utilisateurs français, etc. Donc on est plus sur un nombre d'utilisateurs plus élevé. Donc on doit anticiper ça. Les types de scalabilité. Donc la scalabilité verticale. Donc, il y a deux types de scalabilité. Trois, généralement. La scalabilité verticale, ça consiste à l'ajout de ressources à un serveur existant. Donc on peut ajouter la capacité de stockage, augmenter la mémoire vive, améliorer la performance des processeurs,
Donc c'est facile et simple à mettre en place, mais il y a une limite matérielle quand même. Donc on est limité quand même sur la partie matérielle. Par exemple, si on a un serveur qui a une mémoire vive de 8 Go, on peut augmenter, changer ou ajouter des barrettes mémoire pour atteindre, je sais pas, le max qu'on peut avoir de CS 32 Go par exemple. La scalabilité horizontale, ça consiste à l'ajout de plusieurs serveurs identiques afin de répartir la charge. Par exemple, la plupart du temps, là, ceux par exemple qui ont fini les fondamentaux, ceux qui ont travaillé sur des applications web pour créer des prototypes, vous êtes plutôt sur des applications monolithes. Donc on va voir les architectures après. Donc c'est une application généralement qui tourne sur un seul serveur. Imaginons vous hébergez votre application sur un hébergeur cloud. Et à un moment donné, le serveur atteint 90-95% de sa capacité. Donc ce qu'on peut faire facilement, c'est de la scalabilité horizontale, ajouter deux serveurs, ou un serveur ou deux serveurs supplémentaires, afin de répartir le trafic sur ces serveurs-là. Donc au lieu d'avoir un seul serveur saturé, ce qui va poser des problèmes de latence, ça va être une expérience désagréable aux utilisateurs, ils vont fuir, ils vont détester l'application. On va ajouter des serveurs qui sont des instances de serveurs, et l'hébergeur il va distribuer le flux de données sur ces serveurs-là. Sinon, si on veut héberger l'application par nous-mêmes, c'est le même principe, on ajoute un load balancer. C'est un load balancer, c'est un gros mot pour dire c'est juste un composant qui va répartir le flux de données sur différents serveurs. Il y a plusieurs algorithmes de load balancing, donc il y en a 4 ou 5, je ne me rappelle plus, et ça dépend des cas d'utilisation, etc. Donc je vous invite à vous renseigner un peu sur les load balancers. En tout cas, ça s'écrit comme ça. Donc on a des schémas là. On a l'utilisateur qui va faire une requête. On a le load balancer qui est entre l'utilisateur et les serveurs, qui va répartir les requêtes équitablement entre les différents serveurs. La scalabilité diagonale ou hybride, en gros c'est la combinaison des deux, la combinaison de la scalabilité verticale et horizontale. Ça consiste à commencer par la scalabilité verticale et par la suite répliquer ça horizontalement. Donc on augmente les capacités d'un serveur, on a un serveur plus performant, plus puissant, et par la suite on va dupliquer ce serveur là qui aura des mêmes capacités, etc. plusieurs fois. Donc un exemple c'est l'ajout de la mémoire RAM, l'ajout de la RAM d'un autre base de données avant de le répliquer sur plusieurs serveurs par exemple. Donc pensez à ça, la scalabilité est aussi importante. Même si vous n'allez peut-être pas besoin de gérer ça, parce que vous avez des prototypes, des MVP, il faut se renseigner un peu, avoir quelques idées de base, mais vous n'êtes pas obligé de l'implémenter, parce que vous n'aurez pas beaucoup d'utilisateurs, et il faut déjà héberger l'application avant de penser à la scalabilité. Donc il faudrait faire les choses dans l'ordre. Les API. Donc j'ai parlé un peu vite fait des API parce que c'est un sujet quand même important. Et c'est très important
de bien documenter, de se renseigner un peu sur les différents types d'API, et de bien documenter et de définir les endpoints. Parce que des fois, on a tendance à négliger ça. Donc, tout simplement, une API, en gros, c'est, pour faire simple, c'est une interface qui permet de communiquer entre le client et le serveur, la base de données. Imaginons, si on veut faire par analogie, dans un resto, on est des clients, on s'installe et on veut commander. Les serveurs vont venir, vont prendre nos commandes, les noter, ils vont passer aux personnes qui gèrent ça, donc les chefs vont préparer les plats, etc. Donc nous, quand on rentre dans le resto, on va voir les tables, les chaises, la déco, l'ambiance. Donc ça, c'est la partie front, disons, ce qu'on voit nous en tant qu'utilisateurs. Donc je fais par analogie pour simplifier la chose pour ceux, par exemple, qui n'ont pas encore vu ces choses-là. On veut communiquer et récupérer les données ou faire des manips. Donc les données, on peut pas y accéder directement. Donc comment on fait ça? On va faire ça via les API, faisant des appels à des endpoints. Dans le contexte du resto, ça va être les serveurs. C'est eux qui vont prendre nos commandes, les noter et les passer au back-end, qui sont dans ces cas-là les chefs qui vont préparer les plats. Donc toute la partie cuisine, préparation de plats, etc. C'est la partie back qu'on ne voit pas, on voit juste la partie front, les API qui font appel au back pour préparer les commandes et les servir. Donc c'est exactement la même chose. C'est exactement le même fonctionnement. Il y a différents types d'API. Donc il y a des API Graph, des API SOAP, le fameux REST API, et il y a des API internes, externes, des API publiques, etc. Donc il y en a plein. Donc les SOAP APIs, c'est l'abrégé de Simple Object Access Protocol API. C'est un protocole basé sur XML, en tout cas. Donc c'est un protocole qui définit la structure, la forme des données, des messages, qui permet la communication entre des applications distribuées. Donc ça fonctionne sur du HTTP, sur le TCP, sur le SMTP. Le SMTP c'est pour les mails, donc c'est l'abrégé de Simple Mail Transfer Protocol. Donc c'est un protocole qui est le transfert et l'échange de mails. C'est un type d'API souvent un peu plus complexe et lourd et moins facile à implémenter que les REST API. Il y a les Graph API comme GraphQL API, un langage de requête pour une API. Donc contrairement aux API REST, où on doit définir plusieurs endpoints pour obtenir des données spécifiques, Graph, qui est basé sur le Graph, nous permet de tout faire en une seule requête. Donc ça rend l'application plus efficace, plus facile à enquêter. Après, ça dépend de nos envies aussi, de nos besoins, de business logique de l'application. Je ne veux pas juste choisir, quand vous définissez ou décidez d'utiliser une techno, le fait de dire c'est facile, c'est pas une vraie raison. Il faut penser à des raisons techniques, les avantages, les inconvénients. Donc chaque techno, peu importe les bases de données, les API, les frameworks, les librairies, sont tous des avantages et des inconvénients. Donc il faut se renseigner sur les différents avantages et inconvénients, regarder, utiliser des articles, se renseigner sur des scénarios de
la vie des applications ou des boîtes qui ont utilisé certains tech stacks et voir pour votre application, dans le contexte de vos projets, quelle est quelle est la technologie ou le tech stack qui va permettre d'avoir le moins d'inconvénients. En gros, c'est ça, il faut faire par élimination. Après, il y a peut-être d'autres façons de voir les choses, c'est plutôt ma façon de voir les choses. Et il y a les fameux REST API. Donc les REST API, c'est basé sur le protocole HTTP. Il faut se renseigner quand vous faites des API REST. Il faut bien se renseigner, surtout je pense au C27 qui commence à travailler sur ça, sur bien comprendre, peut-être pas trop rentrer dans les détails des détails, mais avoir quelques connaissances de base sur les caractéristiques des RESTful APIs. Ils sont stateless, cacheable, etc. Une chose importante, c'est les endpoints. C'est les chemins qu'on va tracer. Si je fais ça par analogie, c'est les chemins auxquels on va faire appel pour récupérer ou faire appel à des données spécifiques. Donc on va voir les endpoints. En gros, si on veut être plus pragmatique, un endpoint, c'est un canal qui définit un point d'accès dans une API pour effectuer une action. Donc, est-ce qu'on veut récupérer des données? Est-ce qu'on veut ajouter des données? Est-ce qu'on veut modifier des données? Ou est-ce qu'on veut supprimer des données? Donc, on est généralement sur des opérations CRUD. Create, read, update, delete. C'est très important de bien définir les endpoints. Et le langage qu'on va utiliser dans la définition des endpoints est important. Ça doit être descriptif et clair. Et par convention, on utilise le pluriel. Si par exemple, vous faites une API, je sais pas, si vous travaillez sur une application où il y a plusieurs utilisateurs, si on veut définir les endpoints pour la partie utilisateur, il vaut mieux faire /users/ après l'ID d'utilisateur comparable ou / machin quelque chose. Donc il ne faut pas juste mettre user. Donc ça doit être verbose, ça doit être descriptif. Pensez à ça. Mettez au pluriel. Pour aller encore plus loin, pour partager encore plus de bonnes pratiques, utilisez des verbes de HTTP pour décrire le type de requête à mener. Il faut aussi avoir une structure hiérarchique des ressources. Parce qu'un endpoint, on peut avoir pour un endpoint un ou plusieurs types de requêtes HTTP. On peut dire get /users. Ça, c'est pour récupérer des informations, liste de tous les utilisateurs. Get /users /user ID pour récupérer les informations d'un seul utilisateur. Put /user user ID, c'est pour mettre à jour un seul utilisateur. Ainsi de suite. Donc il faut que ça soit homogène, hiérarchique, descriptif, clair. Utilisez le pluriel aussi. Et définissez, il ne faut pas juste mettre quand vous mettez quand vous définissez des endpoints, mentionnez aussi le ou les méthodes. Parce que par exemple, pour cette méthode-là, pour cet endpoint-là, je peux avoir aussi d'autres types de requêtes. Donc juste pour cet endpoint. Donc, je vous donne un exemple, peut-être autre chose aussi. Quand vous définissez encore, quand vous documentez vos endpoints, il faut bien décrire
S'il y a plus d'informations sur la requête, définissez par exemple quand je vais avoir tel problème ou telle réponse, je retourne quoi comme HTTP statut. Ça c'est important parce que ça aide à déboguer et à mieux comprendre ce qui se passe. Et quand vous faites du développement d'API, testez avant de lier directement au lieu de coder directement les API et les lier directement au front-end, avant de lier le front avec le back, testez vos API avec des outils comme curl, si vous voulez utiliser Terminal, ou des outils graphiques comme Postman, Insomnia, ou il y a d'autres extensions sur VS Code. Mais Postman et Insomnia c'est des bons outils, ça vous permet de sauvegarder les méthodes que vous définissez, ça vous permet de faire des collections pour facilement gérer les requêtes, etc. La dernière partie, ça sera les architectures des applications. Donc, on va pas parler de toutes les architectures possibles, parce qu'il y en a plein, et c'est un grand sujet. Mais le but de présenter au moins le minimum. Donc, il y a le fameux monolithic app, l'architecture monolithique. Ça consiste à d'avoir une seule base de code qui gère toutes les fonctionnalités. Donc le front, le back, l'accès aux bases de données, c'est ce que vous faites généralement, souvent pour vos projets portfolio. Donc les avantages de l'implémentation d'une application monolithique, c'est simple, c'est rapide, plus facile à tester et à déployer que d'autres types d'architecture. Les inconvénients, c'est que la scalabilité, on est limité en termes de scalabilité, c'est pas facile. Et si on veut travailler par la suite sur un projet plus grand avec plus de monde, c'est pas facile pour le travail en équipe. Après, ça dépend de comment on implémente ça. Parce qu'il y a des applications monolithiques modulaires. Donc on est sur un même code base, mais on a des modules, qui gèrent ci, qui gèrent ça, ainsi de suite. Et même en termes de mise à jour. Par exemple, on a une application monolithique, c'est-à-dire que généralement toute la logique est sur un seul serveur. Pour faire une mise à jour, des fois il faut tout redéployer et certaines mises à jour prennent du temps pour se mettre sur le serveur. Donc ça c'est l'inconvénient. Mais puisqu'on est sur des prototypes, des MVP, des petites applications, il vaut mieux commencer par une application monolithique. Et que si le code est bien écrit, bien défini, bien séparé, la logique est bien faite, c'est plus facile par la suite de transformer l'application monolithique en une application, par exemple, pour service. Quelques exemples de tech stack. À l'époque, avant l'arrivée des fameux frameworks, tout l'écosystème riche aujourd'hui des frameworks et des librairies, il y avait moins de choix. C'était généralement le LAMP stack. Le LAMP stack, c'est pour dire Linux, Apache, MySQL et PHP. Donc on utilisait à l'époque PHP pour la partie front, MySQL pour la base de données, Apache pour le serveur, comme système. Sinon, il y a Ruby on Rails, qui est un framework full stack qui permet de faire des prototypes rapides. Autre problème ou inconvénient, c'est la
la difficulté de maintenir, à maintenir le code donné sur l'application. La séparation des couches logiques, si on veut séparer le travail, si on commence à avoir de plus en plus de monde, c'est pas très, c'est faisable, mais c'est pas facile, c'est pas très agréable. Donc là, je vous montre différents types ou façons dont on peut implémenter une application robotique. Ça peut dépendre aussi du framework ou de la technologie du tech stack que vous utilisez. Donc on peut être sur un framework qui gère tout, hop, dedans il y a toute la logique, base de données, front, back, qui fait appel via par exemple des, euh, des ORM intégrés qui font appel à la base de données. On peut être sur une architecture où il y a la partie front séparée de la partie back. Dans la partie back, on a toute la logique back-end avec les appels à la base de données. Ça peut être comme ça, ou autrement aussi, il y a différentes façons de faire. Par contre, les architectures, ou l'architecture, pardon, en microservices, ça consiste à avoir des petites parties indépendantes, des services indépendants qui communiquent via des API. Donc les avantages, c'est que sur un déploiement indépendant, si par exemple il y a un service qui tombe en panne ou qui bug, qui marche plus, et qu'on veut le maintenir, on peut gérer ça sans que ça impacte tout le reste de notre application. Donc si par exemple, je prends par exemple un exemple, un réseau social où on a par exemple le, le service de publicité, le service des actualités, le service de messagerie, le service de notification, ça peut être autrement. Imaginons que sur le service de messagerie chat, on a des problèmes, ça bug, donc on le met en ligne. Bon, je sais pas, quelques heures, ça va pas être accessible aux utilisateurs. Bon, ça va être désagréable, mais au moins, si la logique c'est pareil dans une partie indépendante du reste de l'application, ça ne va pas impacter le reste des fonctionnalités. Donc les utilisateurs dans ce contexte-là vont pouvoir continuer à utiliser le reste des fonctionnalités de l'application sans le service de chat par exemple. Les avantages, ouais, là, on est sur la scalabilité horizontale, tolérance au panne, comme je viens de donner comme exemple. Les inconvénients, le monitoring peut être difficile. On a besoin des fois d'orchestration. Après, ça dépend en vrai, ça dépend de la taille de l'application, du nombre de services, etc. Donc il y a plusieurs possibilités de tech stack. Ça varie. Pour finir, j'ai pris des diagrammes que j'ai trouvé sur internet. Un petit diagramme qui résume en vrai la différence entre une application monolithique et une application microservice. Il y a un autre diagramme aussi qui permet de voir comment peut-on une architecture microservice. On peut, pour répondre à certains besoins ou inconvénients dans le contexte de l'application microservice, implémenter des API gateways. Il y en a d'autres. Il y a par exemple Event Architecture. Donc c'est des architectures événementielles, si je dis pas de bêtises. Et il y en a plein d'autres. Il y a plusieurs types d'architecture, d'applications. Donc renseignez-vous un peu sur les architectures communes les plus utilisées dans le contexte de vos
votre application, vos applications en portfolio, en ACP, on est plutôt sur des applications monolithiques. Mais il ne faut pas juste dire c'est monolithique et point à la ligne. Donc selon le tech stack, selon les technos que vous utilisez, on peut avoir une certaine logique de séparation de fonctionnalités des têtes différentes tout en restant dans le contexte d'architecture monolithique. Donc pour résumer, pensez bien à la sécurité de vos bases de données, à la mise en place d'un backup pour vos bases de données, à la scalabilité. Donc, vous n'êtes pas obligé de gérer ou d'implémenter maintenant faire de la scalabilité. Le but c'est de se renseigner, de mieux comprendre ça va venir par la suite. Pensez à faire un front-end simple. Il vaut mieux que ça soit minimaliste, simple, mais bien responsive, fluide et facile à l'utilisateur. Pour la partie front aussi, utiliser des palettes de couleurs fines, douces, qui sont agréables. Donc si par exemple vous avez difficulté à choisir des couleurs palettes ou autres, il y a un site qui s'appelle Color Palette. Il y en a plusieurs. Dedans, vous pouvez trouver des palettes de couleurs prédéfinies. Après, il y a plusieurs filtres. Je vous invite à voir. Quoi d'autre? Surtout bien définir les endpoints, c'est que la fait en vous faites des API REST, bien définir les endpoints, bien les documenter, ça vous faciliter la vie par la suite. Et pensez à utiliser des outils comme Postman ou Insomnia où vous pouvez mettre des collections. Ça va prendre un peu de temps, ça prend pas énormément de temps, mais par la suite ça reste enregistré. Et si vous travaillez en groupe sur Postman, vous pouvez avoir un workspace où on peut inviter d'autres personnes, on peut collaborer en remote. Donc pensez à ça aussi. Et revisiter les parties chiffrement, hachage, etc. Ça sera tout pour le live session de cette semaine. J'espère que ça va vous aider pour vos projets portfolio, ACP, si vous avez des projets perso. Bonne fin de journée et à la prochaine. Salut!